Tavernier, le petit frère et je m'en vais. Ça marche. Vite, je suis à la bourre. Ah. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnage consacrée cette fois-ci au Tavernier dans Kaamelott. C'est un personnage présent dans de nombreux épisodes qui me fait personnellement beaucoup rire à chacune de ses interventions. Mais dont le rôle dans l'histoire, que ce soit au niveau scénaristique ou symbolique, peut paraître très secondaire. Et en effet, on va pas se mentir, ce personnage n'a pas vraiment une grande influence sur le cours des événements. Par contre, les événements de Kaamelott vont avoir une grande influence sur la vie de ce personnage et c'est notamment de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et aussi sa relation avec Perceval et Caradoc, bien entendu. Oula. Vous avez fait une connerie? Bah une connerie évidemment, mais de là à être convoqué... On a dû en faire une sévère. Mais avant de commencer, je tiens à préciser une fois de plus que cette vidéo sera complètement subjective. Je ne présente que ma propre interprétation. Vous avez le droit de penser différemment, et si vous souhaitez partager votre avis, l'espace commentaire est là pour ça. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'analyse de personnage 41 consacrée au Tavernier dans Kaamelott. Eh ben allez, une journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. Le Tavernier est un personnage dont on ignore le véritable nom, et qui est donc désigné par sa profession, à l'instar de bien d'autres personnages comme le maître d'armes ou le répurgateur par exemple. Tout comme Getno Héropart, il est un représentant du peuple, mais contrairement à ces derniers, il ne fait pas partie du monde paysan. Ce qui nous permet donc d'avoir une vision plus large de cette société. Surtout que la taverne est le lieu de passage privilégié d'une bonne partie de la population, nous ouvrant ainsi une fenêtre sur ce qu'il se passe en parallèle de la quête du Graal. Ah mais moi j'ai toujours dit... Sa taverne est située à proximité de Kaamelott, ou plutôt devrais-je dire, Kaamelott est situé à proximité de sa taverne. Car la taverne était là avant Kaamelott, étant donné qu'on apprend dans le livre 6 que le tavernier en a hérité de son père. Ça peut paraître comme un détail, mais vous comprendrez au fil de la vidéo pourquoi il me semblait important de le préciser. Sans une certaine émotion, que je lève mon verre à la mémoire de mon regretté père qui a ouvert cet établissement il y a 30 ans, jour pour jour. Tournée générale! C'est à la taverne que Perceval et Caradoc se sont rencontrés, et c'est aussi à la taverne qu'ils passeront le plus clair de leur temps une fois devenus chevaliers. S'ils y viennent avant tout pour manger et boire, il semble s'être créé une véritable amitié entre eux et le tavernier. Ils jouent très régulièrement à divers jeux de société ensemble, même s'ils semblent passer plus de temps à débattre sur les règles qu'à véritablement jouer. Mais ça, c'est surtout dû à Perceval. Il tente la relance jusqu'au tour d'après. Ouais. Enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Le tavernier les apprécie réellement, à tel point qu'ils ont consommé à l'œil pendant de nombreuses années, même si on reviendra un peu plus tard sur leur ardoise faramineuse. Il considère que leur présence apporte sécurité et prestige à son établissement, il est donc très fier de les recevoir dans sa taverne. Considérer Perceval et Caradoc comme du prestige n'est pas un manque d'intelligence de sa part, car d'une part ce sont les seuls chevaliers qu'il connaît vraiment, il ne peut donc pas les comparer aux autres chevaliers de la table ronde, et d'autre part si on regarde le reste de sa clientèle, effectivement on peut dire qu'ils sont plus prestigieux que la moyenne. Puis ils sont bien polis avec tout le monde, les gens sont contents de les savoir là, ça fait du prestige. Du prestige? Perceval et Caradoc? Bah je comprends qu'ils passent plus de temps ici qu'à Kaamelott. Cependant, la priorité du tavernier reste de s'en mettre plein les fouilles. Tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent, et le profit passe avant la morale ou même la loi. Il n'hésite donc pas à tenter d'arnaquer Perceval et Caradoc, que ce soit en s'alliant à un tricheur, malgré l'œil de top de Perceval, ou en proposant des paris sur des pseudo-combats de chiens. Si je ne lui trouve pas d'excuse pour la foi du tricheur, je serai tout de même plus nuancé pour les combats de chiens. J'ai l'impression que lui-même croit à ses combines, et qu'il embarque simplement Perceval et Caradoc dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. En ce sens, je vois un parallèle avec la relation d'Arthur et Vénèque. Il y a une sorte d'amitié et de respect, comme lorsque le tavernier essaye tant bien que mal de couvrir Perceval et Caradoc devant Arthur, mais cela n'empêche pas les mauvaises habitudes pour autant. En fait, le tavernier, c'est un peu le pote qui t'explique qu'il a trouvé la méthode pour gagner systématiquement au jeu d'argent, alors qu'en fait, il a juste un problème d'addiction au jeu qu'il tente d'intellectualiser pour rendre ça plus cool que ça ne l'est réellement. Et c'est là où c'est fort. Parce que ce soir, les gars, ils vont dire comme vous, vont dire, tiens, Clébard d'en face, il a une gueule de furet. Eh ben non, messieurs, c'est un furet. Mais quand il s'agit de gagner de l'argent en contournant la loi, le tavernier fait preuve d'une intelligence et d'un sens des affaires à toute épreuve. Sous prétexte que les taxes sont trop élevées, il ne se contente pas de fournir de la nourriture, des boissons alcoolisées ou des chambres à sa clientèle. Non, il importe du vin illégalement, fait concurrence à Vénèque en matière de proxénétisme, organise des paris et ferme les yeux sur tout ce qu'il se passe d'illégal ou de peu moral dans son établissement, comme le recel de bien voler par exemple. En bref, il a plus d'une corde à son arc pour prospérer, malgré les conditions de vie peu enviables de l'époque.
Et il n'hésite pas à s'en vanter dès que l'occasion se présente. Il affiche ainsi ouvertement son mépris pour le gouvernement et le fait qu'il ne supporte pas ceux qu'il considère comme des bourgeois. Mais contrairement à Gaetno et Roparts qui vont crier haut et fort leur mécontentement au château, le tavernier lui n'a jamais mis les pieds à Camelot et préfère continuer ses combines dans son coin plutôt que d'attendre quoi que ce soit de la part des chevaliers de la table ronde. Je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais moi, la vue du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie. La vue du bourgeois? Mais alors, s'il ne supporte pas la vue du bourgeois, qu'il contourne la loi quand ça l'arrange, et qu'il s'en vante même haut et fort à qui veut l'entendre, le tavernier est-il un révolutionnaire qui se range du côté du peuple pour espérer un avenir meilleur? Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire. Car s'il critique le gouvernement devant sa clientèle, il n'hésite pas à critiquer sa clientèle lorsqu'il se retrouve devant le roi Arthur. Et c'est ce genre de comportement qui ruine toute la crédibilité de ce personnage. En fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il reproche au gouvernement. Le tavernier a bel et bien une vie difficile, il passe d'ailleurs absolument tout son temps à travailler pour subvenir à ses besoins, mais il n'a que peu de considération pour celles et ceux qui galèrent pourtant tout comme lui. Il considère simplement que les autres, quels qu'ils soient, sont responsables d'une manière ou d'une autre de son malheur, et cela lui permet de ne jamais remettre en question ses propres pratiques, étant donné qu'il ne voit pas la situation dans sa globalité, mais uniquement de sa propre place. Ouais, bon, c'est bon, allez, oh, vous pouvez rester. Vous avez de la chance que le roi Arthur vous fasse pas tous arracher la peau du cul. Excusez-moi, c'est le bas peuple et je peux plus supporter leur tronche. En fait, je pense que le tavernier représente d'une certaine manière une caricature de la classe moyenne. Attendez, je m'explique. Apprendre avec des circonflexes. On a d'un côté Gaetno et Roparts, qui représentent la grande majorité de la population. Ils vivent dans des conditions de pauvreté extrêmes et n'ont donc rien à perdre. C'est pour cela qu'ils ne ratent pas une occasion de se révolter pour tenter d'améliorer leur situation. De l'autre côté, on a Camelot, et bien que Arthur soit un souverain très progressiste qui a tout fait pour améliorer les conditions de vie du peuple, il est en fait déconnecté de la réalité. Et ça se vérifie facilement dans le livre 5 quand il découvre les ravages de la mortalité infantile par exemple. Et au milieu de tout ça, on a le tavernier. Sa condition est très largement préférable à celle des paysans, mais n'est pas simple pour autant. Il a toutes les raisons de se révolter, mais contrairement à Gaetno et Roparts, il aurait trop à perdre s'il le faisait. C'est pour cela qu'il préfère manigancer dans son coin, pas parce qu'il l'a décidé, mais plutôt parce qu'il a peur de perdre le peu qu'il a déjà difficilement gagné. Mais après tout, peut-on réellement lui en vouloir pour ça? C'est pour ça, moi, j'ai jamais été rien réclamé à Camelot. Je préfère escroquer plutôt qu'à aller embêter autrui. Voyez? Pourtant, c'est fou tout ce qu'il se passe dans sa taverne. En fait, le tavernier se retrouve malgré lui au premier plan à de nombreuses reprises. Que ce soit dans le livre 6 lors du recrutement des chevaliers qui se déroule dans son établissement, ou dans le livre 4 lors de la rencontre entre Lancelot et Arthur. Ou encore à chaque fois que Perceval et Caradoc lui racontent les affaires de Camelot qui ne le concernent pas. La taverne est le lieu privilégié des rencontres et en ce sens le tavernier a une place de choix en tant qu'observateur. Mais malgré cela, il ne comprend absolument pas les enjeux de la quête du Graal. Et on ne peut pas lui en vouloir, déjà que la plupart des chevaliers n'y comprennent pas grand chose, c'est d'autant plus compliqué pour le tavernier qui n'observe qu'une partie des événements, et qui est déjà bien occupé à gérer ses affaires pour maintenir son établissement à flot. Du coup, bon nombre de ses interventions sont en quelque sorte des brèves de comptoir. Le tavernier a un avis sur tout, et malgré le fait qu'il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qu'il en est réellement, il est persuadé de savoir de quoi il parle. Ah, parce que le plus emmerdant quand on est un petit peu patriote comme moi, hein, c'est de voir qu'on est bon. On n'est même pas foutu de mettre la main sur un Graal, d'accord? Mais en Irlande, ils en ont déjà 2 ou 3. Il prend toutefois les choses en main lorsqu'il réalise que l'ardoise de Perceval et Caradoc représente une somme qui dépasse la valeur globale de son établissement. Pour la petite anecdote, ce sont pas moins de 3967 pièces d'or que Perceval et Caradoc doivent au tavernier. Alors ce n'est pas dit dans la série et je ne l'ai pas découvert tout seul, c'est sur le site On en a gros que j'ai trouvé l'information. Site que je vous recommande si vous voulez en apprendre davantage sur Camelot ou simplement échanger sur le forum avec d'autres fans de la série. En effet, on peut lire sur le parchemin que tient Arthur le chiffre romain suivant, soit 3967. Alors j'ai envie de dire château à celui ou celle qui l'a repéré. C'est ça. Je sais même pas ce que je lis là, c'est quoi ça? Bah ça c'est la somme qu'on doit, il paraît. Combien? Durant la période où Perceval et Caradoc tentent de rembourser leurs dettes, le tavernier découvre toute la difficulté de gérer des incompétents. Il se retrouve en quelque sorte à la place d'Arthur et fait preuve d'une pédagogie étonnante pour leur expliquer les choses. Il se révèle ainsi comme un personnage un peu plus perspicace que la moyenne, même s'il perd simplement son énergie en vain. Ça veut pas dire que vous gagnez des oignons. Non, ça représente ce que vous gagnez, d'accord? Ouais. J'aime pas bien ça, mais... Mettons.
Mais lorsque Perceval et Caradoc décident de fonder leur propre clan, le tavernier se retrouve une fois de plus embarqué dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Son établissement devient un quartier général et la dette semble même oubliée. Pourtant, le tavernier s'est toujours tiré avantage d'une situation qui au départ lui était défavorable. La période de recrutement de ce nouveau clan est une véritable aubaine pour lui et il en profite pour augmenter son chiffre d'affaires, en ignorant les consignes de Perceval et Caradoc qui ne l'arrangent pas. 2-3 clients aujourd'hui, ça peut pas faire de mal. Je rappelle que je tourne à vide avec vos conneries. Mais on doit d'abord vérifier qu'ils tiennent la boisson. Et lorsque Arthur replante Excalibur, ce sont les aventuriers des 4 coins du monde qui débarquent à la taverne, pour faire une escale avant d'aller tenter leur chance. Et là, le chiffre d'affaires du tavernier explose. Que ce soit en bien ou en mal, tout ce qu'il se passe à Camelot a un impact sur la vie du tavernier, sans qu'il n'ait aucun contrôle sur les événements. Il fait simplement preuve d'une bonne capacité d'adaptation, et malgré le fait qu'il se plaint en permanence, on est forcé de constater qu'il est peut-être celui qui sait profiter le mieux de chaque nouvelle opportunité. Là, quand je vois le coup de pompe au miche que va prendre le chiffre d'affaires, eh ben j'ai envie de dire chapeau, puis j'ai envie de dire merci. Ça n'a rien à voir avec le QG. Ceux-là, ils viennent pour retirer l'épée du rocher. Mais à la fin du livre 6, lorsque Lancelot prend le pouvoir, le tavernier se retrouve en bien mauvaise posture. Les chevaliers, eux, sont traqués. Mais c'est justement parce qu'ils ont choisi de devenir chevaliers qu'ils ont une responsabilité et qu'ils sont donc directement impactés par les événements de Camelot. Le tavernier, lui, n'a rien demandé. Sa taverne était là avant l'arrivée d'Arthur et elle est toujours là après son départ. Mais les erreurs d'Arthur ont des conséquences directes sur tout le peuple de Bretagne et le tavernier en est justement la parfaite illustration. De ce fait, on peut voir qu'un personnage peut être extrêmement intéressant, même s'il n'a pas de réel impact sur l'intrigue. Et la question que je me pose, c'est comment va réagir le tavernier dans les futurs films Camelot ? Va-t-il s'adapter au gouvernement de Lancelot comme il l'avait fait avec celui d'Arthur, ou va-t-il choisir de se révolter face à une autorité plus extrême que la précédente ? J'ose espérer que Alain Chapuis sera bien présent au casting des films pour nous montrer la réaction du peuple face aux conséquences de l'accession au pouvoir de Lancelot. Il pourrait être un allié de taille pour la résistance, mais aussi un traître qui ne penserait qu'à son propre intérêt. Je serais d'ailleurs curieux de voir vos théories dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour le tavernier dans Camelot. J'étais déjà colère, mais là, je crois que j'ai atteint le paroxysme. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Car là j'ai donné mon analyse, mais je suis sûr que vous avez vous aussi des choses à dire. Je remercie Tostadora pour m'avoir offert ce t-shirt. Il est pas beau mon Graal? Vous trouverez un lien et un code promo dans la description. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche, c'est très important pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Et ensuite, comme d'habitude, le pouce bleu qui fait toujours plaisir, Twitter, Facebook et Instagram dans la description, et un immense merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. Et pas beau mon Graal?